quand on regarde les Israéliens, ils ont un écosystème qui est, quand ils créent une entreprise, l'entreprise est faite et pensée pour être revendue de base. Et quand vous regardez un petit peu cet écosystème, vous voyez que beaucoup d'entreprises israéliennes sont revendues aux États-Unis parce qu'elles ont été pensées pour ça. Si vous avez Palantir chez vous, vous avez nécessité d'avoir des techniciens de Palantir sur site. D'accord. Et ça, c'est un problème. Les GAFAM sont aujourd'hui des entités extrêmement puissantes, parfois sur certains secteurs, plus puissantes que le gouvernement lui-même. Le hacker a réussi à rentrer dans le réseau interne du ministère de l'Intérieur. Et ça, il faut le dire, c'est inédit. C'est une course mondiale actuellement à celui qui aura l'ordinateur quantique le plus puissant, le plus rapidement possible. Et la Chine est très très bien placée. Baptiste Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Le Cercle de la chaîne Risque Intel Média, où on parle géopolitique, cyberintelligence économique. On est ravis de te recevoir aujourd'hui, Baptiste. Je vais me permettre de rappeler que tu es hacker éthique, spécialiste d'OSINT, le fameux renseignement en source ouverte et fondateur de la société Predicta Lab. Tu interviens régulièrement dans les médias pour partager ton expertise, parce que tu as un parcours assez particulier et intéressant. Et aujourd'hui, on va parler géopolitique, notamment, et cybersécurité, parce que les deux champs d'expertise sont de plus en plus liés. Plus que jamais, j'ai envie de dire, on va notamment évoquer le Venezuela, Palantir, le Groenland, le poids des GAFAM dans notre économie et notre dépendance à certains services numériques. Donc voilà, Baptiste Robert, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Et pour commencer cette interview, je vais commencer avec ma session complotiste. Je vais te poser des questions complotistes et tu as le choix. Tu vas devoir me répondre par vrai, faux ou probable. On est d'accord ? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, première question. Les Américains ont installé des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées, dans tous les systèmes Windows. Vrai, faux ou probable ? Question compliquée, on va dire probable. Il y a un historique. On va dire probable. Ça reste à démontrer. Ok. Deuxième question complotiste, le FBI, la NSA et la CIA créent des virus que les antivirus mainstream ont interdiction de détecter. Vrai, faux ou probable ? Alors, je dirais faux parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que tu en as cité 3, mais il y a 19 agences de renseignement aux US, donc c'est très large et il y a forcément des choses qui se font, mais la question comme ça, je dirais non. Troisième question complotiste, la NSA force les fabricants de composants électroniques américains, comme Intel ou Nvidia par exemple, à installer des backdoors dans leur matériel. Alors, il y a des failles de sécurité au niveau matériel, au niveau des puces, ça c'est vrai, il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Il y a des efforts qui sont faits par les différentes administrations et agences pour justement mettre des portes dérobées, mais je dirais plutôt, comme la question est tournée, je dirais aussi non. Autre question, les gangs de criminels français comme la DZ Mafia embauchent des hackers. Non, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Ok. Edward Snowden avait raison. Edward Snowden, il a divulgué des documents qui se sont révélés authentiques. Donc en soi, on ne peut pas dire qu'il avait tort. Est-ce que c'était bien ce qu'a fait Edward Snowden ? C'est un autre débat. J'ai dit vrai, faux, probable. Je n'ai pas demandé de jugement. Bon, les États ont des moyens secrets pour casser les algorithmes de chiffrement. Vrai, faux, probable. C'est vaste sujet, je dirais non à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Autre question, l'ordinateur quantique existe déjà, mais il est caché au 3e sous-sol d'une base secrète dans la zone 51. Je dirais non, et il n'y a pas que les Américains. C'est-à-dire que c'est une course mondiale actuellement à celui qui aura l'ordinateur quantique le plus puissant, le plus rapidement possible. Et la Chine est très très bien placée. Donc s'il doit être dans un sous-sol, c'est plutôt un sous-sol chinois qu'un sous-sol américain. Mais en tout cas, il y a une course qui est en cours dans laquelle la France est bien engagée aussi. Intéressant, oui. Les Américains pourraient techniquement nous couper l'accès aux services des GAFAM, Amazon, Google, etc.,
et aux entreprises technologiques américaines en un instant. Vrai, faux, probable? Oui, évidemment. Évidemment, puisque c'est chez eux. Donc oui. Et ma dernière question, nous sommes tous sous écoute. Non, vous n'êtes pas intéressant. Mais possiblement, si on était intéressant. Non, pas à une échelle aussi grosse, parce que ça n'a pas d'intérêt d'écouter tout le monde en même temps et traiter l'information qui rentre est impossible. On a déjà du mal à traiter les informations qui viennent des gens intéressants ou qui ont un intérêt, donc non. Ok, très intéressant. Bah, écoute, merci de t'être prêté à ce jeu. Avec plaisir. Voilà, avec des réponses cornaquées. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Bon, pour commencer, on va parler un peu du Venezuela. Parce que pour réaliser la capture de Maduro, les Américains ont mis en place une opération d'une sophistication assez incroyable. Ils ont notamment mis en œuvre un blackout à Caracas, donc la capitale. Donc très intéressant, cette capacité à pouvoir éteindre, j'ai envie de dire, toute une ville. Alors forcément, il y a eu beaucoup de spéculations en ligne sur la capacité les capacités cyber de l'armée américaine à pouvoir faire tomber des infrastructures électriques, notamment. Bon, c'est toujours compliqué sur ce genre de sujet, parce que bon, ils vont jamais nous dévoiler les sources, mais admettons, si on devait, toi qui connais bien ces systèmes, si tu devais aujourd'hui monter une opération pour arriver à ce blackout, comment tu ferais? Faisons un exercice de l'esprit pour voir si c'est possible. Alors, il faut déjà repartir de ce que l'on sait et de ce qui a été déclaré. On sait que le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé une petite phrase dans le milliard de déclarations qu'il fait. Il a lancé une petite phrase en disant qu'il y avait eu une participation du ComCyber américain lors de l'opération de la capture de Maduro. Est-ce que tu peux, rappeler ce que c'est que le ComCyber? Le ComCyber, c'est le commandement cyber de l'armée américaine. Donc, ça va être tous les spécialistes de la cybersécurité qui vont être dans une même entité. Autant défensif, parce qu'on a l'impression que la cybersécurité, c'est toujours se défendre contre des menaces, mais ça peut être aussi offensif. On va attaquer un adversaire. D'accord. Et donc, à l'intérieur de cette entité, vous avez plein de spécialistes avec différentes spécialités. Okay. La cybersécurité étant un élément extrêmement large, avec plein de métiers différents, plein de domaines, plein de secteurs différents. D'accord. Et donc, Donald Trump a dit qu'il y avait eu une participation du ComCyber à cette opération-là. On a eu également le général qui a fait la conférence de presse, je ne sais pas si vous en souvenez, juste après la capture de Maduro, Donald Trump a donné une conférence de presse et il y avait un général qui a aussi mis une petite phrase en disant que le ComCyber avait participé. Il n'y a absolument rien d'étonnant à ça. Sur les 20 dernières années, dans toutes les opérations que les États-Unis ont menées, il y a toujours une composante cyber. C'est assez naturel et traditionnel de nos jours. Par contre, c'est pas l'opération, c'est pas la partie la plus importante, qu'on se le dise. On a toujours l'impression que la cyber, c'est le plus important. C'est absolument pas vrai. C'est une composante. Après, il y a, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de spéculations sur quelle est la réalité opérationnelle du côté cyber. Ce qu'on sait et ce qu'on peut voir de l'extérieur, et il y a notamment Cloudflare, le géant américain qui a une infrastructure assez grande, qui a fait tout un article sur des erreurs BGP lors du blackout. Alors qu'est-ce que c'est BGP? C'est en gros ce qui va déterminer les routes dans Internet. Quand vous allez envoyer un message, ça va déterminer les routes dans Internet. Et on voit qu'il y a eu effectivement des opérations sur l'infrastructure d'Internet au Venezuela lors du blackout. Alors c'est compliqué de dire ce qui s'est réellement passé et on n'aura pas les détails, c'est évident, mais ce qui semblerait en tout cas se dire, c'est que la partie cyber a réussi à effectivement couper les éclairages publics, couper Internet et l'éclairage global pour que les opérations, que ce soit par les airs, avec les hélicoptères et les hommes qui sont ensuite
arriver sur le terrain puissent faire leur travail en toute discrétion. Plus que la réalité opérationnelle, c'est que c'est un ensemble, c'est tout le monde travaille avec tout le monde. Et quand on a un hélicoptère qui arrive en plein centre-ville, aussi bas que ça, en fait, il faut considérer qu'on est sous le tir ennemi. Et la question n'est pas de se dire on va éviter le tir, c'est de se dire comment on vit avec le tir de l'ennemi. Et donc plus c'est dans le noir, plus on est discret, mieux c'est pour la survie de l'équipage qui est dans l'hélicoptère. Donc le cyber vient toujours en complément en fait, d'une opération terrestre. Il vient pour préparer le terrain ou en conjonction d'une action qui est en train de se faire. C'est le cyber tout seul, et c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir dans le milieu de la cybersécurité. Une opération cyber tout seul a assez peu de sens. En réalité, elle est toujours coordonnée avec d'autres choses, d'autres entités. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a reçu le père du ComCyber français, Arnaud Coustillère, ici justement, qui nous expliquait que, en effet, c'était souvent, enfin toujours, en conjonction avec les opérations militaires classiques, que le cyber venait justement. Donc c'est vrai que ça fait écho à cette interview qui est disponible sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir avec l'amiral Arnaud Coustillère. Est-ce que nous, on a les moyens de faire des opérations comme ça, nous, en France ? Oui, il faut pas, il faut pas se rabaisser. On a toujours une tendance très française à rabaisser nos capacités, à rabaisser ce qu'on sait faire. La réalité, c'est que la France sait faire de l'offensif. La France a des vraies capacités en termes de cyber. Est-ce qu'on en a autant que les Américains ? La réponse est probablement non, parce qu'à la fin de la cyber, c'est de l'argent. C'est des hommes, c'est de la compétence, et que quand on compare à budget égal, quand on compare les budgets des États-Unis et des Français sur le côté cyber, eh ben on est très 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 loin derrière, puisque les Américains mettent énormément d'argent dans cette partie-là, quand nous on fait avec ce qu'on a. Donc évidemment nos capacités sont moindres parce qu'on y met moins d'argent et donc on a moins de personnes derrière. Après, tu dis que c'est une question d'argent, ça j'entends, mais c'est aussi une question de cerveau. Toi, tu le sais très bien, puisque tu as eu un parcours, tu es un peu un petit génie de la cyber. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler un petit peu comment tu as commencé, mais on a aussi des gens quand même très pointus en France. Donc, Non, mais on n'est pas plus bête. Ce qui est vrai, c'est que la cyber, dans le monde, globalement, si on parle, il y a des pôles cyber, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, on va dire que globalement, il y a une force vive énorme aux États-Unis. On en parlera un petit peu, tu l'as évoqué au départ, des spyware et de toute cette industrie des logiciels espions. On a globalement 3 pays, on va avoir Israël, on va avoir l'Italie et on va avoir la Grèce. Sur ces 3 pays-là, aujourd'hui, on a une concentration de vendeurs de logiciels, de personnes qui vont faire des logiciels espions. Et nous, Français, on n'est pas plus idiots que des Israéliens, pas plus idiots que des Américains. C'est pas le sujet en réalité. C'est juste qu'on est sur des pays qui sont beaucoup plus gros. Par exemple, les États-Unis, c'est 300 millions de personnes, quand nous, on en est 70. Et c'est surtout une politique orientée sur ces sujets-là. Les Israéliens sont bien moins nombreux, par exemple, mais ils ont mis un vrai effort politique sur le long terme pour mettre de l'argent et des moyens sur se disant le cyber, ce sera notre truc et on va se mettre là-dessus. Donc certes, on a des gens intelligents, c'est pas la question. Mais il y a un moment donné, ces gens intelligents, il faut qu'ils vivent dans un écosystème. Il faut qu'ils puissent avoir une commande. Il faut qu'ils puissent créer des sociétés. Et pour créer des sociétés, il faut des modèles économiques viables. Il faut des clients. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on ne sait pas faire en France, globalement. C'est qu'on est très bon académiquement parlant. C'est vrai, on a des gens très bons. On a parlé un petit peu de quantique tout à l'heure. Le quantique, on a les gens les plus brillants du monde. On a des prix Nobel sur ces domaines-là. On est extrêmement brillant. La vérité, c'est qu'on est c'est beaucoup plus compliqué de faire du business parce que le français, classiquement, ne sait pas trop faire business de ses capacités. Et là où les Américains sont des vendeurs nés. Et c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui en France, c'est que ce n'est pas le manque de personnes intelligentes, au contraire, c'est plutôt le fait de pouvoir packager ces connaissances, packager toutes ces compétences-là et en faire des business, des entreprises viables qui puissent
qui soit capable de s'exporter un peu partout. En parlant de business, on va parler de Trump et du Groenland, puisque ça, c'est quand même très très lié. Donc voilà, Trump veut le Groenland, ça on a tous compris. Il a imposé des droits de douane récemment aux pays européens qui s'y opposent. Moi, la question que je me posais, puisqu'on parle d'entreprises technologiques, mais aussi en cyber, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des services numériques qu'on utilise en Europe, et en particulier les entreprises européennes, viennent des États-Unis, donc d'entreprises américaines, que ce soit la bureautique, l'IT en général, la cybersécurité. Est-ce que tu crois plausible que les Américains utilisent cela comme un levier de contrainte, par exemple pour dire, si vous m'embêtez un peu trop sur le Groenland, moi demain, je vous coupe l'accès aux GAFAM et à tout le reste, parce qu'on parle des GAFAM, mais il y a plein d'autres entreprises que le grand public ne connaît pas, mais qui sont dans toutes les entreprises. Je vous coupe l'accès à tout ça et j'arrête votre économie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est plausible, anticipé, anticipable ? Il faut raison garder. La réponse, elle est toujours oui et non. C'est toujours, comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est très nuancé. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a en face de nous un président américain, Donald Trump, qui est un businessman. Il est dans la négociation constante et il a bien compris, on a tous bien compris qu'il était dans une offensive très agressive, notamment d'expansion, mais aussi dans les seuls intérêts des États-Unis et également du sien. Ceci étant dit, en businessman qu'il est, il va utiliser tous les leviers qui vont lui permettre d'atteindre son but dans la négociation. Et donc, ces entreprises, ces GAFAM-là, sont effectivement un levier. Après, on est aux États-Unis. Culturellement parlant, le gouvernement fédéral et le secteur privé, c'est deux choses bien distinctes. Et en règle générale, les Américains n'aiment pas vraiment le gouvernement fédéral. Puisque, on le rappelle, les États-Unis, c'est plusieurs pays dans un seul pays en réalité. Avec à chaque fois, dans chaque État, des politiques, un gouvernement local à chaque fois. Et le gouvernement fédéral, là où Donald Trump a un pouvoir, une emprise, ne fait que chapeauter tout ça. Et donc, il y a la liberté d'entreprendre, le fait de réussir dans le rêve américain, etc., dans toute l'image qu'on a, il y a une certaine autonomie. Pour avoir eu la chance d'être allé à la Maison-Blanche les 3 dernières années, avec notamment des députés et des sénateurs français, d'avoir vu discuter avec différentes entités américaines, gouvernementales, que ce soit le DOJ, département de la justice, le DOD, département de la défense, la White House avec le département cyber, les autorités gouvernementales ont entre guillemets les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que les GAFAM sont aujourd'hui des entités extrêmement puissantes, parfois sur certains secteurs, plus puissantes que le gouvernement lui-même. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ça, c'est ce qu'ils disent. Par contre, ils ont eux, des leviers que les entreprises privées n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir de la régulation qu'ils sont prêts à utiliser quand ils le peuvent. Ils ont quelque chose qui répète énormément, qui est le partenariat public-privé. C'est une notion qu'on a assez peu chez nous, qui existe pour construire des autoroutes, des stades. Souvent, on entend ça en France, mais pas plus loin que ça. Ouais. Aux États-Unis, c'est une notion qu'ils amènent énormément en disant il faut qu'on travaille ensemble. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand une agence américaine, par exemple de renseignement, on rappelle, il y en a 18 ou 19, a une information intéressante et qu'elle veut le donner au secteur privé, elle va donner sur le côté une information en disant « Tiens les gars, vous devriez regarder ça ». Et ça permet aux agences de faire sortir de l'information. Et de la même façon, parfois, les entreprises du secteur privé vont envoyer de l'information aux différentes agences pour aider le gouvernement. Attends, ça, je veux juste qu'on s'arrête un peu là-dessus, c'est très intéressant. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que si, admettons, l'une de ces 18 ou 19 agences a des informations sur un concurrent européen d'une entreprise américaine, cette information pourrait circuler, être transmise à l'entreprise américaine en question pour l'aider, par exemple. Il faut comprendre que les Américains, ils sont dans la défense de l'intérêt des États-Unis. Et que ce soit Donald Trump ou les autres présidents avant lui. Ça a toujours été le cas. On se fait une idée et il faut vraiment que entre guillemets, les Français sortent cette idée-là.
une fois que Donald Trump sera parti, une fois qu'il y aura un successeur, il sera toujours dans la même ligne politique. La ligne politique des présidents américains a toujours été la même, c'est de défendre les intérêts des États-Unis. America First, ça date pas de ça date pas de maintenant. Et donc, effectivement, s'ils doivent défendre la position dominante des GAFAM, ils le feront sans aucun problème. Et ils vont utiliser les leviers techniques, les leviers juridiques, et on l'a vu. Tout ce qui est intelligence économique, alors c'est un peu un gros mot chez nous, mais c'est vraiment quelque chose. L'intelligence économique, c'est le fait d'aller chercher de l'information, du renseignement pour obtenir un gain, un avantage sur le plan économique. Donc, quand on est, par exemple, la Chine, on voit qu'on a des petits robots chiens qui apparaissent aux États-Unis. Ces mêmes robots chiens, ils apparaissent 6 mois après en Chine. C'est pas pour rien, c'est que les Chinois sont allés chercher l'information aux États-Unis, ont ramené le savoir et ensuite ont copié la technologie. Ça, c'est de l'intelligence économique. Et là-dessus, on a besoin de peser. Et les Américains, comme les autres, jouent le même jeu que tout le monde. Le but du jeu, c'est d'aller voir ce que fait le voisin pour gagner un avantage économique. On est dans un monde aujourd'hui extrêmement concurrentiel, fragmenté, et nos alliés peuvent être des adversaires pour autant. Et il y a une vraie différence, et je voyais les propos d'un militaire il n'y a pas longtemps qui disait ça, il y a une différence entre adversaire et ennemi. Les États-Unis peuvent être des adversaires, mais ce n'est pas pour autant des ennemis. Et ça fait une grosse différence, puisque on a aujourd'hui des alliés, on a des adversaires sur certains secteurs, et on a aussi des ennemis. Il faut faire cette distinction-là. On est dans un monde aujourd'hui qui est, malheureusement, c'est très pessimiste de dire ça, qui est dangereux, qui est très concurrentiel, mais c'est dans le monde dans lequel on est. Donc aujourd'hui, il faut jouer le même jeu que tout le monde. Mais tu vois, moi je trouve ça intéressant ta posture, puisque ce que je remarque quand je discute avec des experts comme toi en cyber, c'est cette absence de naïveté dans le regard, quoi. Finalement, tu évoques Trump et tu dis oui, business as usual, comme disent les Américains, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de changement, quoi, quelque part. Donc j'ai l'impression que oui, il y a cette approche qui n'est pas empreinte de naïveté, mais du coup, on fait quoi pour construire je veux dire, tu es aussi entrepreneur, dirigeant d'entreprise. On fait quoi pour construire des alternatives technologiques crédibles en France ? Alors, on l'a dit déjà, des gens talentueux, des gens qui ont de la compétence, on en a. Parce qu'on a, il faut le dire, on a tout un ensemble de formations, un parcours académique qui est un des meilleurs du monde, et on est bon. On est vraiment bon là-dedans, il faut savoir le reconnaître. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que les gens qui sortent des études, qui sont compétents, qui sont bons, on a du mal à en faire quelque chose, on a du mal à les valoriser. Et en fait, une compétence, ça doit se valoriser dans un écosystème. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, dans mon secteur, qui est, donc nous, chez Predictalab, on est des spécialistes de l'OSINT, l'Open Source Intelligence, en anglais, renseignement source ouverte. Notre métier, ça va être basiquement de trouver de l'information sur les gens ou sur les sociétés dans le cadre d'investigations pour faire de l'intelligence économique ou dans d'autres secteurs. Donc, dans ce secteur-là, dans le secteur plus globalement de la défense et de l'information, on a besoin de clients, c'est toujours pareil, d'un marché. Et quel que ce soit mon secteur ou d'autres secteurs, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde. Si vous n'avez pas de marché en face, votre entreprise elle va mourir très rapidement. Et c'est pas qu'il n'y a pas de besoin. Il y a une différence entre, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on apprend très vite. C'est de dire, vous pouvez identifier un besoin chez un client. Ça, c'est une première chose. Le besoin peut exister. Mais il peut ne pas y avoir de marché. C'est-à-dire que le client qui en a besoin, peut-être il ne se rend pas compte qu'il en a besoin, peut-être qu'il n'a pas d'argent à dépenser et donc il n'y a pas de marché. Et c'est là où l'État peut intervenir, notamment par exemple sur le secteur de la défense, où l'État peut, avec le levier politique, amener en fait un élan, un effort en disant on va faire de la commande publique, on va demander aux entreprises d'acheter sur ce sujet-là. On va, soit par les régulations, soit par d'autres leviers, les contraindre ou les pousser fortement à aller utiliser tel ou tel service ou à se couvrir sur cet aspect-là. Et donc, globalement, c'est plusieurs pièces qui se mettent ensemble. Ça met du temps, c'est sur du long terme. On peut
regardez ce qu'ont fait les autres en fait à l'extérieur. C'est que, par exemple, quand on regarde les Israéliens, ils ont un écosystème qui est, quand ils créent une entreprise, l'entreprise est faite et pensée pour être revendue de base. Et quand vous regardez un petit peu cet écosystème, vous voyez que beaucoup d'entreprises israéliennes sont revendues aux États-Unis parce qu'elles ont été pensées pour ça. Par contre, très souvent, la R&D, la recherche et développement, donc qui va être vraiment le cœur de l'innovation, va rester en Israël. Ok. Comme ça permet de capitaliser sur l'innovation et derrière de refaire d'autres petits et d'avoir un espèce de poumon économique, poumon d'innovation au sein même en fait du pays. Et c'est ça qui va. Les entreprises sont rachetées, mais la R&D reste là-bas. Oui. Donc on attire des capitaux, mais en même temps on garde quand même les compétences. Des compétences. Exactement. Mais il faut dire qu'ils sont dans un écosystème entre guillemets au Moyen-Orient où ils sont incités à innover. Mais en soi, on pourrait faire la même chose. Rien ne nous empêche de faire la même chose. C'est-à-dire qu'avoir un endroit où on fait un centre de R&D, notamment sur la techno, ça pourrait se faire, ça pourrait se penser. Au lieu d'aller financer avec des process de financement qui n'ont aucun suivi, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on ne suit pas. On ne suit pas comment l'argent est utilisé actuellement. Je prends un parallèle qui illustre ce que je dis, mais qui est dans un autre domaine. Je suis allé dans le cadre d'une conférence à Mayotte. Mayotte, c'est un territoire on est en France, c'est un territoire qui est extrêmement, où il y a une insécurité qui est énorme, très compliquée, avec un passage d'ouragan où l'infrastructure n'est pas là. Et je discutais avec des gens, vraiment des locaux. Et je leur disais, mais qu'est-ce qu'il faut pour votre île ? Et ils me disaient, mais on n'a pas besoin de plus d'argent. On a besoin que l'argent soit suivi, qu'il y ait un suivi de l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé n'importe comment, c'est détourné à droite et à gauche. Ah oui. Et c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que dans le cadre, dans tous les programmes de financement qu'on peut avoir, on a financé énormément de choses qui ne servaient à rien, et c'est de se dire quelle est la politique qu'on met par-dessus ça. Et là, c'est au pouvoir public de prendre en fait ses responsabilités, de se dire, dans le sujet de la défense, je veux créer un cluster d'entreprises qui vont aller tous dans la même direction, et moi, État, je vais leur donner de la commande publique, mais en plus de ça, je vais les aider à aller trouver des clients ailleurs, à droite, à gauche, dans différents pays, pour faire vivre ces sociétés. Donc on ne veut pas des sociétés qui ne vivent que de la commande publique, on veut des sociétés qui soient capables de grandir, et c'est là où le pouvoir public a sa place. Ce n'est pas que donner de l'argent gratuitement, c'est aussi porter ces entreprises pour ouvrir des portes et aller à droite et à gauche. C'est intéressant ce que tu dis, mais alors que penser du renouvellement du contrat de Palantir, société américaine spécialisée dans les logiciels de renseignement, Palantir, donc renouvellement de ce contrat avec la DGSI. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que sur ce sujet-là, beaucoup se sont émus du choix d'une entreprise américaine pour un service. Il n'y a pas plus régalien que la DGSI pour le coup. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce renouvellement de contrat. Pour le coup, on n'a pas acheté français ni européen. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de n'importe quoi qui a été dit pour changer, parce que le sujet est assez mal compris. Déjà, Palantir et la DGSI a acheté les services, les logiciels de Palantir depuis plusieurs années maintenant. C'est une situation qui dure, c'est un renouvellement, ce n'est pas une nouvelle situation. On rappelle quand même que la DGSI, pour ceux qui ne sauraient pas, mais bon quand même, ce sont les services de renseignement de l'État français. Voilà. C'est le renseignement intérieur. Sécurité intérieure. Parenthèse, je te laisse continuer. Donc, ce service-là a acheté, après les attentats, a acheté en urgence les logiciels Foundry et Gotham. Il y a deux logiciels distincts. Il y en a un qui va prendre beaucoup de données, qui va la traiter et ensuite la traiter de manière à ce qu'elle soit dans une base de données. Okay. Et le deuxième logiciel, Gotham, ça va être de la visualisation de données de manière à voir des données de différentes formes, de pouvoir les exploiter et faire de l'investigation pour que les enquêteurs puissent faire leur travail. En soi, l'utilisation de logiciels de ce type-là, ils en ont besoin dans le cadre de leur mission. Et ça, c'est une première chose qui est déjà importante à comprendre. Les hommes et les femmes qui travaillent à la DGSI, c'est des gens qui ont une mission légitime et on est tous bien contents qu'ils fassent leur travail.
parce que c'est des gens discrets, qui ont une nécessité d'être discrets et qui ont une mission qui ne se voit pas, et bien heureusement. On ne voit que quand, malheureusement, il y a un attentat et que c'est passé à travers les fils. Combien de personnes la DGSI, on sait ou pas? Oui, ça doit être public. Je n'ai pas le chiffre en tête, bon. Mais ça doit être public. Le deuxième sujet, c'est que l'utilisation d'un logiciel comme Palantir et le renouvellement du contrat, c'est plus un aveu d'échec industriel qu'autre chose. Plus que ça fait maintenant quasiment 10 ans que la DGSI a fait ce constat-là en disant ça ne nous amuse pas plus que tout le monde d'utiliser un produit américain. On aimerait bien utiliser un produit français, voire pourquoi pas européen. Et il y a 10 ans, ils ont lancé, un peu moins de 10 ans, ils ont lancé ce projet-là. D'accord. Ils ont lancé, c'est documenté, il y a eu un appel d'offres notamment qui a été gagné par une société. Tout ce projet-là a été pensé, réfléchi, il y a eu de l'argent qui a été investi et aujourd'hui, ce n'est pas prêt. Pour créer un Palantir français. Exactement. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas encore prêt. Ce qui est sûr, c'est que notre temps à nous, le temps français à nous, est très 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 long. 10 ans quand même. En 10 ans, on n'a pas réussi à trouver une alternative. Ouais. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire que des gens intelligents, talentueux, on en a plein, mais on ne sait pas mettre, on ne sait pas avancer. Et le problème avec Palantir, qu'est-ce que c'est ? C'est pas que le logiciel soit installé sur les réseaux de la DGSI. Les réseaux de la DGSI, ça va être des réseaux qui vont contenir de l'information qui va être classifiée. Quand on va parler classification, ça implique du pénal. C'est-à-dire que si vous avez une information classifiée en votre possession et que vous vous amusez à la divulguer à l'extérieur, au public, vous allez en prison. C'est du pénal. Okay. Donc, c'est extrêmement grave. Il y a une vraie responsabilité derrière. Et ces réseaux-là, qui contiennent énormément d'informations, des informations très secrètes... Mais on parle de quel type d'informations ? Il y a de tout ce qui est lié à l'activité de la DGSI. Et donc, sur ces réseaux-là, qui sont des réseaux qui contiennent de l'information classifiée, évidemment que si on installe un Palantir... le Palantir, il va être déconnecté, il va être dépecé. Avant d'installer quoi que ce soit, il y a des gens très compétents qui vont regarder l'intérieur du logiciel et qui vont se dire c'est OK ou pas OK. Et qui ensuite vont l'installer. Ce que tu veux dire, c'est que contrairement, parce que Palantir, ça vient du Seigneur des Anneaux, donc ça veut dire que si Saruman était installé à la Maison Blanche, il ne pourrait pas voir les fameuses données françaises. Évidemment. C'est ça. Et plus que vous imaginez bien que les réseaux de la DGSI sont déconnectés d'Internet et qu'au niveau réseau, il y a des protections qui ont été mises. Les secrets de l'État, et bien heureusement, ne sont pas connectés directement via une interface web. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le vrai problème c'est bien de le rappeler parce qu'il y a quand même... pardon, je m'arrête là-dessus et je te laisse continuer. Il y a quand même eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai notamment vu des personnes poster sur les réseaux sociaux que le Cloud Act entrerait en vigueur, que les données des Français, les données classifiées de l'État français seraient... aspirées par les Américains, alors peut-être qu'elles le sont par d'autres moyens, je ne sais pas, mais en tout état de cause, là, Palantir, ce que tu nous dis, c'est que c'est installé en local et qu'en fait, ça ne tombe pas dans le cloud, quoi. Et que donc, d'un point de vue technique, ni l'entreprise, ni les services américains, en tout cas par ce biais-là, n'ont accès. C'est ça, il n'y a rien qui tourne à la DGSI et dans d'autres agences d'ailleurs, qui ne tourne pas ce qu'on appelle on-premise. C'est-à-dire c'est sur les installations, sur le réseau du client, et ça ne va pas être de l'accès à distance, ça va être vraiment installé sur le réseau. Ils ont une nécessité d'avoir une maîtrise, mais vraiment extrêmement pointue de tout ce qui tourne. Et donc, cette idée préconçue, et que je peux comprendre quand on ne connaît pas, c'est de se dire « Ah, ils ont Palantir, donc toutes les informations retournent aux États-Unis ». Ça, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, il y a une problématique qui est, si vous avez Palantir chez vous, vous avez nécessité d'avoir des techniciens de Palantir sur site. D'accord. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que quand vous avez des gens qui viennent sur site et qui ne font pas partie de votre entité, de votre organisation, et qui sont là dans un bureau et qui sont dans des lieux où, en théorie, c'est quand même embêtant d'être là. Alors, il y a une vérification, tout est bien fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est plutôt de ces gens-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est ces gens-là qu'on ne veut pas dans ce bâtiment-là.
Et c'est ce sujet-là, en fait, qui est le plus problématique, c'est de se dire comment on fait pour se débarrasser de ces techniciens-là. Et en fait, on veut notre solution plutôt française parce qu'il y a une certaine souveraineté. Et après, il y a la question, on a parlé du président américain, c'est de dire si demain, Palantir dit « Ah ben non, moi j'ai plus le droit de faire du business avec vous parce que mon président m'a dit que j'avais plus le droit, donc il n'y a plus de support. Si ça marche plus, c'est tant pis pour vous. » Et on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise du sujet, on ne peut pas faire les modifications, il peut y avoir des blocages au sein du logiciel. Et donc le fait de ne pas être l'auteur du logiciel, c'est ça qui pose problème. Donc le fait on parle beaucoup de souveraineté, c'est le fait que ce soit français, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que des organisations telles que la DGSI ou d'autres aient la capacité d'installer des logiciels qui soient français ou européens, sur lesquels ils soient en capacité d'analyser l'intégralité du logiciel et qu'ils aient une maîtrise du logiciel en question pour le modifier, pour le mettre à jour si nécessaire, et qui ne soient pas dépendants des aléas géopolitiques. C'est ça le sujet. Le reste, c'est beaucoup de flûte, en réalité. Intéressant. Tu sais pourquoi le projet français n'a pas encore abouti ou pas? Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué en réalité. Ce que fait Palantir, le logiciel de Palantir, pour l'avoir vu marcher, Est-ce qu'il est si incroyable que ça? Oui, il est incroyable. Il est incroyable. Et c'est des gens qui... faut savoir que Palantir... l'histoire de Palantir est extrêmement intéressante. Ouais. Palantir a gagné de l'argent au bout de 15 ans. Ils ont fait leur premier trimestre positif au bout de 15 ans. Et pendant 15 ans, ils vivaient de... Pendant 15 ans, ils ont perdu des millions et des millions de dollars. Mais ils vivaient grâce au capital risque, grâce aux fonds injectés. Exactement. Et chose qu'on a du mal à faire chez nous. Chose qu'on ne sait pas faire. Pendant 15 ans, pas rentable. Et au bout de 15 ans seulement. Sauf que pendant 15 ans, ils se sont installés dans toutes les agences de renseignement du monde, ils se sont installés dans toutes les plus grandes sociétés du monde, et leur logiciel, il est bon, il marche, il est vraiment fonctionnel, il permet aux entreprises d'économiser de l'argent. C'est sûr et certain, ça fonctionne bien. Parce qu'ils ont 15 ans dans les pattes. Alors, évidemment, il y a des choses... Au bout de 15 ans, ils ont de la dette technologique, ils ont aussi une stack en Java, on peut rentrer dans le détail. Il y a des alternatives qui fonctionnent aussi très bien, aussi chez nous, mais aussi complet. Il y a aussi complet avec une emprise sur le marché comme Palantir, ça n'existe pas. C'est vraiment les plus gros aujourd'hui, et c'est la question de se dire comment on fait pour avancer dans ce marché-là et pour pouvoir les sortir. Tu vois, je discutais avec un dirigeant cyber d'une grande entreprise récemment qui me disait, qui me faisait le même constat que toi, qu'on a en effet du mal à avoir des leaders, et il me disait oui, mais en même temps, si on n'achète pas à ces jeunes pousses éventuelles françaises ou européennes, peu importe, elles ne vont pas se développer. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qui a permis aussi à Palantir de se développer, c'est l'acquisition de marché, quoi. Donc si nous, des gens commencent par ne pas acheter, comment on va y arriver? Mais en même temps, comme tu le dis assez justement, on a besoin de solutions qui fonctionnent, parce qu'on a un risque terroriste quand même qui est assez important. Exactement. Donc on ne peut pas se permettre de bricoler, quoi, finalement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. C'est toute la difficulté en fait de cette tâche-là, c'est que la DGSI ou d'autres sont sur des tâches qui sont extrêmement critiques. On parle de vie et de mort parfois, de sécurité nationale, et qu'effectivement on ne peut pas faire une interruption de service en se disant bon les gars, on se donne 6 mois, on arrête tout et puis dans 6 mois peut-être ça va marcher. Donc on a besoin d'acheter français, on a besoin d'acheter européen, de pousser des solutions, de leur donner les moyens de créer une solution efficace. Et ça passe aussi beaucoup par le partage de cas d'utilisation, et c'est ça qui est compliqué parce que DGSI, DGSE, d'autres services, ils vont pas vous dire comment ils travaillent. Plus que s'il y a la culture du secret, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Donc quand on est un industriel secteur privé et qu'on va dire pas de problème, je vais vous construire une solution, mais qu'on vous dit non, je ne peux pas t'expliquer comment je travaille, c'est dur de répondre à un besoin qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc il y a aussi ce problème-là de milieu, de secteur où l'information a du mal à être partagée. Donc effectivement, pour être un peu plus optimiste, il y a une voie vers la réussite. L'agitation géopolitique actuelle peut être aussi une opportunité pour la France, pour l'Europe, de un peu se bouger, de réaliser un peu
talents, les forces et les faiblesses qu'on a. On a chez nous des gens qui sont prêts à aider, on a des gens qui sont bons, et on a des gens qui sont les entrepreneurs. J'ai un respect, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années maintenant. J'ai un respect énorme pour les entrepreneurs. Il y a des gens qui donnent leur vie, justement, de l'énergie, du temps pour monter des solutions. Utilisons-les, utilisons ces personnes-là, mais ces personnes-là, ils ont besoin de clients. Il faut des clients, il faut être en capacité de les mettre à bord. Et une fois qu'ils sont à bord, il faut trouver, il faut être capable de les guider. Mais ça nécessite du côté des entrepreneurs d'être bien capés, comme on dit, et d'avoir une bonne équipe et un bon projet aussi, une vraie vision derrière. On n'a pas besoin de charlatans. Et le problème, c'est que dans la cybersécurité, il y a beaucoup de charlatans aussi. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est que le pouvoir du public a du mal à faire confiance aux entrepreneurs, aux startups, parce que c'est vaste, très divers, c'est tout petit, c'est long, c'est compliqué à supporter. Et du côté des jeunes pousses, il y a aussi un peu tout et n'importe quoi. Et c'est là où on a besoin d'un espèce de corps intermédiaire qui ferait son boulot et qui dirait, vas-y, on choisit lui, et lui, vous en occupez et vous le faites monter. Est-ce que c'est pas le rôle de la DGA? Alors c'est quoi? C'est la Direction Générale de l'Armement, quelque chose comme ça, qui gère les achats? La DGA, c'est large. On n'a pas des polytechniciens ou des mecs comme toi qui sont capables de dire ça c'est un charlatan, ça c'est une bonne solution. En fait, mon avis, qui est très subjectif, ce serait même de dire de pas du tout être. Aujourd'hui, on essaie d'être dans une espèce d'égalité. On donne à peu près la même chose à tout le monde. En termes de financement, en termes de financement, en termes de commandes publiques même, on essaie toujours d'être un peu équitable. Ce serait de dire, c'est lui, on choisit notre champion. Et il y a un moment. On fait ça avec Mistral. Oui, mais bon, là, c'est dans le oui, mais on l'a fait du mauvais côté. C'est-à-dire qu'avec Mistral, ça avait été fait avec Quant à l'époque aussi. C'est-à-dire que... Quant, c'est un truc de charlatan un peu ça, non? Mais pour le coup... Pardon. Mais en fait... Quand on regarde ce qu'il y a sous le capot, pardon. En fait, oui, mais c'est la même idée. C'est qu'en France, le politique va s'accaparer parfois un sujet économique. Une société va dire, lui, il est génial, regardez le PDG, c'est le meilleur du monde... Et ensuite va essayer de pousser les différentes entités de l'État à acheter ce truc-là. Il va essayer d'en faire la pub, mais... C'est le politique qui n'y connaît rien, qui dit à ceux qui devraient s'y connaître quoi faire. Exactement. Okay. Et donc, il faudrait plutôt que ça vienne du marché qui va prendre en main cette solution-là, et ensuite le politique qui dit, regardez, cette solution, elle est géniale, effectivement, elle est utilisée à droite, à gauche, etc. La solution est bonne, et qui en fait encore plus la pub pour accroître, en fait, l'assise de cette société-là. Donc, que le politique en parle, c'est pas un problème, mais c'est pas à lui de pousser, en fait, de faire du dumping comme ça. Bon, Macron, si tu nous entends, voilà, les propositions de Baptiste, c'est intéressant. On parlait de la DGSI et donc du ministère de l'Intérieur, puisque elle dépend du ministère de l'Intérieur. Moi, je regardais une interview récemment là, de Juan Branco sur Thinkerview. On les salue, chaîne YouTube absolument incroyable, qui parlait de la DZ Mafia et du fameux piratage du ministère intérieur. Et dans cette interview, donc l'avocat en question, donc Juan Branco, supposait que quelque part derrière ce piratage, il y aurait des hackers liés à la DZ Mafia, parce qu'aujourd'hui on a des mafias qui recrutent des hackers, notamment dans les cités, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'ai l'impression que sur ce piratage du ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai pas l'impression que ce piratage était de si grande ampleur que ce qu'on dit. Alors je me trompe. Éclaire-nous un peu là-dessus. Avec ton œil d'expert, explique-nous un petit peu ça. Alors, sur les propos qui ont été dits, quand on est avocat et quand on travaille sur un sujet, un dossier, on a besoin de preuves, on a besoin de faits, on part ensuite des faits et puis derrière, on étoffe. On défend soit on défend son client et on essaie derrière de partir des faits. Il n'y a aucun fait, aucun fait, à notre connaissance, qui est public aujourd'hui, qui va dans le sens de ce qui a été dit de hackers embauchés par la DZ Mafia. Ça, c'est une histoire, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut aux enfants, mais aujourd'hui, il n'y a
Ça, c'est de l'imagination. Donc la DZ Mafia n'a pas infiltré le ministère de l'Intérieur via des hackers. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a pas un début de commencement de choses qui nous dit que publiquement ce soit ça. Ce qu'on sait actuellement, c'est que un hacker a réussi à pénétrer dans le réseau interne du ministère de l'Intérieur. Ok. Je précise, parce qu'on en a parlé juste avant, les réseaux de la DGSI et du ministère de l'Intérieur sont des réseaux disjoints. Ce n'est pas les mêmes sujets. Ça a beau appartenir au ministère de l'Intérieur, les réseaux ne sont pas les mêmes. Le hacker a réussi à rentrer dans le réseau interne du ministère de l'Intérieur. Et ça, il faut le dire, c'est inédit. Ça, en tout cas, publiquement, ça n'avait jamais été reconnu. Donc la personne qui a fait ça, j'aurais dû dire, en tant que hacker également, félicitations à lui, parce qu'il a fait un truc assez historique en tant que tel. Il a réussi à compromettre des boîtes mail de fonctionnaires de police. Okay. Il est rentré dans ces boîtes mail, il a cherché tout un tas de mots-clés, secrets, mots de passe, plein de mots-clés, et il a réussi à trouver des emails où il y avait des échanges de mots de passe. Attends, des gens s'envoient des mots de passe par mail? Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est 300 000 personnes. Vous imaginez une société qui fait 300 000 personnes 300 000 personnes avec des fonctionnaires de police, la gendarmerie, vous avez plein de gens. Vous avez des gens qui ont des métiers différents, qui ont des contraintes opérationnelles pour certains, qui ont des backgrounds académiques extrêmement différents, qui ont une appétence à la technologie super différente. Et donc, quand vous devez sensibiliser à la cybersécurité, vous devez sensibiliser ces 300 000 personnes. Et le ministre, Laurent Nunez, l'a dit, c'est un problème d'hygiène numérique. Et je mets au défi n'importe quelle société française de me dire qu'elle n'a aucun problème d'hygiène numérique. On salue Free, SFR. Ça arrive dans toutes les grandes sociétés, même dans les petites, que par souci de confort, on a besoin d'envoyer un mot de passe. Tiens, je t'envoie le mot de passe par une messagerie instantanée ou autre. Et donc, effectivement, au ministère de l'Intérieur, il y a des fonctionnaires qui s'étaient échangés des mots de passe et qui étaient des mots de passe pour ce qu'on appelle le portail KEOPS. C'est un portail d'authentification. Okay. Ce portail-là, il y a deux manières d'y accéder. Soit on va mettre la carte professionnelle sur un lecteur qui est sur le bureau du fonctionnaire, il va taper son code et il va ensuite mettre son mot de passe et il va pouvoir rentrer dans d'autres applications métiers. Donc là, on est sur carte professionnelle plus mot de passe. Donc il y avait une double authentification. Okay. Et le deuxième problème était que pour certains postes, la carte professionnelle n'était pas obligatoire. La double authentification n'était pas obligatoire. Donc, avec juste un login mot de passe, c'était possible de rentrer. Donc, il a pris les logins mot de passe qu'il a trouvés dans la boîte mail, il a passé le portail KEOPS, et ensuite, sur le portail, en passant le portail KEOPS, il a eu accès aux différents fichiers de police. Les fichiers de police, c'est ce qui rassemble des informations thématiques. Vous allez avoir, par exemple, les fichiers des personnes recherchées. D'accord. Vous allez avoir tout le fichier avec les antécédents judiciaires, le fameux TAJ, avec les victimes et les mises en cause. Et effectivement, la personne, le hacker, a réussi à rentrer dans des boîtes mail, passer le portail KEOPS et à consulter différentes fiches sur le TAJ, sur le fichier des personnes recherchées. Il a cherché à peu près, je crois de mémoire, une centaine de fiches et il a priori tenté d'exfiltrer les informations de ce TAJ des 16 ou 17 millions de personnes qui sont comprises à l'intérieur. Wow. Mais a priori, et c'est ce qui se dit, et c'est ce qu'on a en tout cas aujourd'hui, tous les éléments qu'on a indiquent qu'il n'a pas réussi à exfiltrer les informations. On rappelle que tu as été un des premiers à suivre de très près cette affaire, que d'ailleurs la presse t'a interrogé sur ces questions. Donc je te laisse continuer. Et on voit que dans les propos du hacker, quand il a publié, donc il y a tout... en termes de cybercriminalité, les hackers vont souvent sur des forums pour aller... essayer de vendre certaines bases de données qu'ils ont réussi à hacker, pour essayer de mettre à disposition parfois des bases de données. Et dans le message qui avait été posté par le hacker, d'ailleurs, il ne disait pas. Il n'a jamais écrit à aucun moment qu'il avait exfiltré les 16 millions d'informations. Parce que c'est ça, donc que les gens vont retenir, c'est 16 millions d'informations exfiltrées. Et au final, c'est combien ? Ce qui n'est pas le cas. Ouais. Au final, il a réussi probablement à récupérer une centaine de fiches.
Pas plus, pas moins. On a vu ensuite qu'il y a eu une arrestation. Effectivement, un jeune homme de 17 ans de mémoire qui a été arrêté. Il va être recruté par la DGSI, tu penses? C'est à chaque fois c'est la question que les gens se posent. 17 ans, il va surtout, il va payer d'abord. Il va surtout payer dans la mesure de ce qu'il doit payer, mais il faut, et c'est important de le dire, et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ça vaut pas le coup. Effectivement, pour l'ego, ça booste énormément l'ego. Ce qu'il a fait, ce jeune homme de 17 ans, c'est historique dans le sens où il a réussi à rentrer dans ce réseau-là, et tant mieux pour lui. Mais ça ne vaut, tous les ennuis que vous allez avoir derrière, ça ne vaut absolument pas le coup. On le répète, mais la cybersécurité est un milieu où on gagne plutôt bien sa vie, voire très bien sa vie pour certains. Et votre liberté vaut beaucoup plus cher que tout l'argent éphémère que vous allez faire. Et moi, je jette absolument pas la pierre parce que je connais le sentiment que ça fait. Je connais cette adrénaline de rentrer dans des systèmes où on n'est pas censé être. Et c'est vrai que c'est grisant, c'est enivrant de se dire « Ah, j'ai réussi à trouver une faille, je suis rentré ». Et quand on est jeune, quand on n'a pas forcément de repères, quand on n'a que ça à faire, quand on se dit que voilà, les études... ça peut être grisant de se dire je vais gagner de l'argent comme ça, je vais gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros par mois en faisant du phishing, en arnaquant des gens. Ça peut être grisant. Et un jour, j'ai eu la chance, moi, dans mon parcours, d'avoir quelqu'un qui m'a dit mais si tu dois me donner un prix à ta liberté, combien c'est? Essaie d'estimer ta liberté. Donne un prix. Et posez-vous la question, c'est quel est le prix de votre liberté? Est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 10 millions? Et si vous remettez ça sur votre salaire, en fait, vous allez peut-être faire 10, 20 ans, 30 ans, mais à la fin, vous êtes quand même libre. Donc, vraiment, ce jeune homme, il va lui arriver ce qui va lui arriver, il va être jugé comme il doit être jugé. Et a priori, il n'est pas tout seul, puisque le pseudo qui avait été utilisé pour revendiquer ce hack était encore actif après son départ, après son arrestation. Donc, probablement, et c'est souvent le cas, il fonctionne en groupe, donc il y a plusieurs personnes. On verra ce que ça donnera. D'accord. Et toi, tu as connu des gens qui ont pu être tentés par ça, par ce type de carrière Oui, bien sûr. Ouais. Oui. J'ai eu la chance, ça fait maintenant, moi je me suis fait connaître, pour rappeler un peu mon parcours, je me suis fait connaître il y a 10 ans, cette année, pour avoir trouvé des failles de sécurité dans des applications mobiles, des sites internet, et trouver des failles de sécurité également dans des téléphones. J'aimais bien avoir des problèmes, donc je me suis beaucoup attaqué à des applicatifs gouvernementaux. J'ai travaillé beaucoup sur le cyberespace indien. J'ai trouvé des failles dans des applicatifs français, américains, du Vatican, Russie, chinois. J'ai travaillé sur énormément de documentaires avec beaucoup de journalistes, que ce soit la télé, en presse écrite. Donc j'ai vu quand même une multitude de sujets. J'ai travaillé sur une application de rencontre de Donald Trump, par exemple, sur un rosaire connecté, sur Chap, l'application de messagerie du gouvernement français, l'application du Premier ministre indien. Donc j'ai travaillé sur énormément de sujets différents, et ce qu'on voit, c'est que dans tout ce parcours-là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient des gens super, des chercheurs en cybersécurité, des gens qui sont vraiment du côté de la défense, ce qu'on appelle la Blue Team. Il y a des gens qui sont vraiment qui sont animés par défendre leur système, et c'est incroyable de travailler à leur côté. Et j'ai aussi eu la chance de voir des personnes, des hackers. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec un hacker turc, qui avait une société qui mettait des applications vérolées sur le Play Store, donc sur le magasin d'applications d'Android, et il mettait des dizaines et des dizaines d'applications vérolées, et en fait je lui collais tellement derrière qu'au bout d'un moment il a fini par me contacter en me disant mais fiche-moi la paix, c'est mon business, j'ai une société en Turquie, on est 30 personnes, moi j'ai besoin de faire manger ma femme et mes enfants. Mais attends, une société qui fait des... c'est illégal, on est d'accord ce qu'il faisait. Oui. Mais il y a plein de choses. Mais comment on peut avoir une société... Mais il y a plein de choses d'illégales, parce que légales qui fait des parce que sa société, dans le déclaratif, c'était il concevait des applications mobiles. D'accord.
Ok. Mais la réalité, c'est que ces applications, elles étaient verrouillées et que derrière, ils gagnaient de l'argent autrement en prenant le contrôle de ces téléphones-là. Ok. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui décident de, entre guillemets, passer de l'autre côté. Là, on parle de cybercriminalité, entre guillemets, standard. Mais vous avez des gens qui travaillent pour ce qu'on appelle des APT, pour des entreprises plus offensives. Mais avant de revenir, on va parler de ça justement. Ouais. Vous avez discuté avec ce hacker turc du coup? Ouais. Et alors, qu'est-ce que... Je lui ai dit, moi je fais mon travail, tu fais ton travail, chacun, on n'a pas choisi, on n'a pas la même équipe. C'est pas pour ça que je comprends pas ce que tu fais et c'est pas contre toi. Mais moi je continuerai à faire ce que je fais et toi tu continueras à faire ce que tu fais. Et sa société existe encore ou pas, tu sais? Aucune idée, ça fait longtemps maintenant. D'accord. Faudrait que je regarde. Mais c'était intéressant de trouver son identité, savoir qui il était et de démanteler un petit peu en fait la manière de travailler. Et c'est ce qu'on fait nous chez Predictalab aujourd'hui, c'est que dans plein de situations, en fait, plein de faits d'actualité, on va essayer de trouver qui sont les attaquants, qui est derrière, avec qui ils travaillent, quelle est son origine. On va trouver même parce que en fait, vous avez tous une empreinte numérique, c'est-à-dire vous avez tous laissé des traces sur Internet, et les attaquants aussi. Les gens qui sont des hackers se sont pas réveillés depuis tout petit en disant quand je serai grand, je serai le plus grand des cybercriminels. C'est souvent des jeunes, souvent des hommes, qui petit à petit en fait vont tomber là-dedans et sont au départ passionnés par l'informatique, vont avoir une activité en ligne très importante et vont faire des erreurs. Et mon métier à moi, le métier de mon équipe, ça va être de trouver ces petites erreurs qu'ils ont laissées, de tirer ce fil-là pour retrouver leur empreinte numérique. Ouais, c'est assez drôle parce que je me souviens d'un de tes fils Twitter où tu avais, on peut dire, doxé un hacker russe, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Ouais. Et comment tu fais pour faire ça? C'est justement le principe de l'OSINT, donc Open Source Intelligence, renseignement d'origine source ouverte, c'est-à-dire qu'on va créer du renseignement à partir d'informations publiques. Okay. Il y a une distinction qui est importante pour les gens qui nous écoutent, il y a information et renseignement. C'est deux choses bien distinctes. En français, moi je dis souvent, en français, s'il y a deux mots différents, c'est que ça veut dire deux choses différentes. Le renseignement, la définition, c'est que ça va être une information actionnable. On prend le cas d'un chef d'État, on va lui dire il faudrait bombarder ici. Il a besoin d'avoir une justification, il a besoin d'être sûr et certain que la cible est bien à cet endroit-là. Et donc la deuxième définition de renseignement, c'est que c'est une information avec un haut degré de certitude. Notre métier à nous, c'est d'amener de la certitude dans les informations. Il y a un autre exemple que je prends, c'est que quand l'analyse de la CIA vient voir Obama en disant Ben Laden est à tel endroit, la première question d'Obama, c'est de dire à quel degré quel est le pourcentage de certitude que vous avez sur cette information. Je crois que la réponse était 60-70%. Et il dit, ok, du coup j'envoie des gars. J'envoie une équipe et on monte une opération. Okay. Et le renseignement, c'est ça le but du renseignement, c'est de pouvoir baser une décision sur ce qu'on fait. Et donc notre métier à nous, c'est de créer ces types de décisions-là, d'obtenir ces renseignements pour être sûr et certain de la personne qui a derrière cette entreprise, derrière ce cybercriminel. Et donc, la manière de faire, c'est qu'on va aller chercher de l'information à droite, de l'information à gauche. On va prendre différents types d'informations, des forums, du dark web, on va aller prendre les fuites de données, on va aller prendre les réseaux sociaux, et on va mettre tout ça ensemble, faire des liens, un peu comme dans les films policiers, vous avez le grand tableau où on trace avec des ficelles, des liens avec des ficelles et des punaises. Nous, on fait la même chose, mais numériquement, en fait. Waouh. Et tu travailles pour des gouvernements ou tu n'as pas le droit de le dire? On travaille pour le secteur public sur certains sujets, oui. Ouais. Tu ne nous en diras pas plus? Non. Ok. En parlant justement d'espionnage, moi je voulais revenir sur le scandale Pegasus. Est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg? Parce que, on rappelle Pegasus, ce logiciel
en 0 clic qui permettait d'espionner les téléphones de à peu près n'importe qui, mais a priori plutôt des dirigeants. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et puis surtout, on en discutait avant l'interview, mais qu'est-ce que ça cache en fait Pegasus? Parce que tu as parlé Israël, Grèce, Italie, je ne sais pas si on pourrait appeler ça la Pegasus Connection, mais il y a d'autres boîtes qui travaillent dedans. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Pegasus, c'est ce qu'on appelle un logiciel espion, en anglais un spyware. Et ça va être un logiciel espion qui est développé par NSO, une entreprise qui s'appelle NSO Group. NSO Group. Cette entreprise NSO Group, qui a énormément changé de main, qui était au départ israélienne, de manière assez rigolote aujourd'hui, va être ou a été rachetée par un producteur hollywoodien américain. Ok. Bon, ok. Voilà. Des vendeurs de spyware. L'industrie du spyware, aujourd'hui, on dénombre dans la dernière étude qui a été sortie 480 vendeurs de logiciels espions différents. Ils vendent des logiciels pour espionner, ok. Pour espionner. C'est toute une industrie. On estime à peu près qu'il y a plus de 80 pays différents qui ont acheté ce type de logiciel-là. Pas que des démocraties. Dans les 80, il n'y a pas que des démocraties. L'argument marketing de base de ces vendeurs-là, c'est de dire on a des logiciels espions qui permettent d'infecter des cibles dans le cadre du contre-terrorisme, du renseignement, pour assurer la sécurité nationale. Sur des choses où on est tous à peu près normalement d'accord. La réalité, elle est qu'il y a des abus. Il y a des abus et il y a beaucoup d'abus. Il y a des pays qui ne sont pas forcément extrêmement démocratiques qui ont utilisé ces logiciels-là contre des activistes, contre des journalistes, contre des avocats, contre des opposants politiques. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes. Il y a le Pegasus qui est le logiciel en question. Comment ça va fonctionner? Pour infecter quelqu'un, il y a plusieurs moyens. Il y a ce qu'on appelle les zéro clics. Zéro clic, c'est-à-dire qu'on va lancer une infection d'un téléphone, par exemple, et la victime va être directement infectée. Il n'y a pas d'interaction nécessaire avec la victime. Ce qu'on appelle les one click, un clic, c'est que je vais vous envoyer par exemple un lien, et la victime a besoin de cliquer sur le lien pour être infecté. C'est effrayant parce qu'on se dit souvent, pour ne pas être infecté, il suffit de ne pas cliquer sur le lien frauduleux. Là, il n'y a même pas de lien. Par exemple, si on prend le cas d'un autre vendeur de spyware, on a la société Intelexa, qui est en réalité pas une seule société, qui est une constellation de sociétés. Okay. La société Intelexa, elle a une solution qui s'appelle Aladdin. Aladdin, ça permet d'infecter quelqu'un avec leur logiciel espion qui s'appelle Predator. Ça permet d'infecter quelqu'un avec de la publicité. D'accord. Vous donnez, en tant que client, vous donnez l'adresse IP du device, du téléphone que vous voulez infecter. Et ça va afficher sur une page web une publicité. Donc vous allez naviguer sur Internet et à un moment donné, quand il va y avoir un espace pour une publicité, ça va afficher une publicité vérolée qui va infecter votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur la publicité. Juste le fait d'avoir la publicité va infecter votre téléphone. Mais admettons, toi, qui est connaisseur, ouais. Si demain tu étais visé par Predator, tu saurais te dire, cette publicité-là... Non. Okay. Non. Vous n'avez aucun moyen. Le seul moyen qui est, c'est de donner votre téléphone à quelqu'un qui est un expert, ce qu'on appelle un expert forensique. Et encore, il faudrait qu'il soit formé à ça pour détecter ce type de logiciel. Il faut savoir que ce type de logiciel, quand il va infecter un téléphone, il va être en 3 phases. La première phase, c'est que, donc ça va être soit du zéro clic ou soit du one click. La première phase, elle est là pour assurer ce qu'on appelle du code execution. Donc l'exécution de code sur votre téléphone. Cette exécution de code, donc on va faire une RCE dans le langage plus technique, on va pouvoir exécuter du code à l'intérieur de ce qu'on appelle une sandbox. Dans un espèce de bac à sable, on va être limité en règle générale à Safari. Il va y avoir un deuxième étage de la fusée qui va être là pour dire moi je veux exécuter du code pas que dans Safari, je veux
exécuter du code dans tout le téléphone. Ok. Et le troisième étage, sa responsabilité, entre autres, ça va être justement de laisser le moins de traces possible. Donc, dès qu'il voit que vous branchez un câble USB, dès qu'il voit que vous essayez de faire des opérations un peu techniques, il va s'autodétruire tout seul, de manière à ne pas être détecté. Parce que ce qu'il faut savoir sur ces logiciels espions, donc ça utilise des failles de sécurité dans Android et dans iOS. Ces failles de sécurité, elles valent littéralement des millions de dollars. Donc je trouve une faille de sécurité. Alors le problème, c'est que ce n'est pas une faille de sécurité, Okay. c'est souvent ce qu'on appelle des chaînes d'exploits. Donc, par exemple, pour exploiter un téléphone dans son intégralité, ça va aller de 5 à 10 failles de sécurité qui vont devoir être enchaînées ensemble Ok. pour à la fin vraiment tout exploiter, récupérer tous les contacts, allumer votre caméra, allumer le micro, récupérer vos photos. Ils ont un contrôle total du téléphone à la fin. Mais ça, on estime, il y a des prix qui tournent, qui vont être entre 2, 3, 4, 5 millions, parfois 20 millions pour certains brokers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui achètent ces failles de sécurité. Et Dans donc, les sociétés dont tu me parles. tout à fait. Elles les trouvent ou elles les achètent? Alors, il y a plusieurs théories. Ce qui est sûr, c'est que sur les dernières, ce qu'on peut observer, c'est que, a priori, elles les achètent. Donc, il y a un réseau, en fait, qui existe de chercheurs indépendants et de sociétés privées qui ne font que ça, qui cherchent des failles de sécurité et qui ensuite les revendent. Et on voit que les failles utilisées, par exemple, par Intelexa, ont déjà été vues et utilisées par d'autres acteurs, notamment des groupes russes gouvernementaux. Donc en fait, c'est juste qu'ils utilisent la même source pour récupérer la faille. Waouh, intéressant. Mais alors moi, il y a un point qui m'inquiète un petit peu, puisque tu parles de sociétés donc, qui vendent, mais tu viens de me dire que c'est quasiment impossible d'y échapper, même toi, quelque part, mais est-ce qu'ils ont le droit de vendre à n'importe qui? Je veux dire, si moi, par exemple, je veux acheter Predator à Intelexa, Ouais. est-ce que j'ai le droit pour aller espionner un tel ou un tel? Alors, il y a la façade publique, c'est-à-dire que normalement, c'est des sociétés qui ne vendent qu'à des gouvernements. Et Un peu comme les sociétés d'armement. Exactement. Et c'est une arme en tant que telle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces logiciels espions, ce sont des armes. Ce sont des armes cyber qui peuvent avoir une utilité, qui sont des vraies armes et qui peuvent être utilisées contre ses ennemis pour le bien et pour le pas bien. Ok, ouais. Et donc, normalement, ces sociétés-là, ils ont un cadre très précis où elles sont censées vendre qu'à qu'un seul type de client, donc des gouvernements, et qui répondent à une certaine charte éthique et pour des cas d'usage bien précis. Ça, c'est Comme l'Arabie Saoudite, qui a une charte. Ça, c'est la réalité théorique. Après, il y a la réalité pratique, qui est un tout autre sujet. D'accord. Oui, parce que nos dirigeants ont été espionnés via ces systèmes. C'est pas que des activistes les nôtres, qui sont... Voilà, les nôtres et d'autres. Je veux dire, c'est effectivement... ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu auquel tout le monde joue. Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien comprendre, moi, et que j'aimerais bien faire comprendre au public, parce que là, on a quand même des sociétés qui, majoritairement, tu le disais, on va en trouver en Israël, en Grèce, en Italie, c'est quand même des États plutôt alliés, qui ont des services de sécurité qui doivent, à mon avis, bien connaître ces sociétés. Mais on s'est retrouvés, nous, États occidentaux, à avoir certains de nos dirigeants espionnés par ces logiciels qui sont développés par des sociétés légales, hein. Encore une fois, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas, je ne sais pas moi, démantelé ces sociétés? Pourquoi est-ce qu'on n'attrape pas ceux qui... C'est pas des sociétés françaises. C'est que c'est surtout pas des sociétés françaises. Donc, de quel droit, nous, Français, on aurait démantelé des sociétés qui ne sont pas françaises? On n'a pas de pouvoir sur ces sociétés-là. Tu veux dire que les gouvernements de ces pays protègent ces sociétés quelque part? Parce qu'on s'attaque bien aux hackers russes. Non, ils ne sont pas forcément en France d'ailleurs. On a bien des opérations. On s'y attaque bien, oui et non, parce que la réalité, c'est que pour les hackers russes sont bien tranquilles en Russie, et tant qu'ils ne bougent pas de Russie, on les laisse tranquilles. Ouais. La réalité, c'est que ces logiciels espions sont vendus à travers plein de sociétés différentes, plein de distributeurs différents, et qu'il faut déjà mapper
faut faire la carte de toutes les sociétés qui vendent ces services-là, qui développent ces services-là. Donc, c'est pas une question de bannir une société ou une autre, parce que de toute façon, ils arrivent derrière à entre guillemets, se régénérer. Il n'est pas vrai de dire qu'on n'a rien fait. Les États-Unis ont pris des sanctions. Ils ont pris des sanctions contre des sociétés particulières, contre des dirigeants de sociétés. Par exemple, le patron d'Intelexa a été visé par des sanctions américaines personnellement. On a signé, la France, le Pall Mall, qui est en fait un traité pour l'utilisation des armes cyber. Il y a 25 pays qui ont signé. Le Pall Mall, tu as dit ? Exactement. P-A-2-L, M-A-2-L. Okay. Et qui est un traité où 25 pays ont signé pour justement réguler l'utilisation de ces armes cyber. Okay. Là-dedans, en fait, c'est 25 pays qui sont assez d'accord entre eux, il faut dire ce qui est. C'est 25 pays où il y a déjà une observation assez précise de l'utilisation, il y a déjà un cadre réglementaire qui est déjà pas trop mal posé. La réalité, c'est que, c'est pareil, c'est dans une étude de Atlantic Council qui est sortie. En gros, dans tous les utilisations de ces logiciels espions, on estime que 65%, elles sont exécutées sans accord du juge. Donc il n'y a pas du tout de régulation, il n'y a pas du tout de traitement ou d'audit sur l'utilisation de ces logiciels-là. Ce que tu veux dire, c'est que, en gros, parce qu'en France, par exemple, pour mettre quelqu'un sous écoute, il y a un contrôle judiciaire. Ça se fait pas comme ça. Ce que tu veux dire, c'est que certains gouvernements utilisent ces logiciels donc pour espionner des gens, oui. Peut-être parfois des gens de leur population, j'imagine, mais sans contrôle du juge. Oui. Et ça, c'est 65%, tu disais. C'est ce qu'on estime, oui, à peu près. Ok. Donc on est dans l'utilisation clandestine. Tout à fait. Très majoritairement. Mais qui parfois peut justifier, encore une fois. Tout n'est pas. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est ici en train de chasser les abus. On n'est pas. Ces armes cyber ont une utilité, ont une vraie utilité et ont une nécessité aussi d'exister. Et c'est là où est la dualité des choses qu'il faut comprendre. C'est qu'on a aussi besoin d'un Intelexa. On a aussi besoin d'un NSO Group. On a besoin de ces gens-là, on a besoin de ces compétences-là et on a besoin de ces logiciels-là. Puisque parfois, pour aller effectivement attraper des terroristes, pour aller attraper des criminels, on est bien content de pouvoir infecter leur téléphone et récupérer de l'information. Ce qui va permettre parfois de sauver des vies. Ces sujets-là et ces logiciels, encore une fois, on en a besoin parce que ça rentre dans le cadre légitime de certaines agences de renseignement. Ce qu'on est en train de chasser, c'est la non-régulation de l'utilisation de ces logiciels-là et donc les abus associés. Effectivement, c'est pas OK de l'utiliser contre un activiste. C'est pas OK de l'utiliser contre un journaliste. Ça, on est tous contre ça. Et c'est de se dire comment on vit dans un monde où seules les personnes qui ont le droit d'utiliser ces armes-là puissent les utiliser. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que tout le monde doit travailler avec tout le monde. Mais quand on est un pays pas très démocratique et que le seul intérêt qui compte, c'est le nôtre, on n'a peut-être pas envie de jouer avec les autres copains. C'est un peu là-dedans qu'on se trouve, c'est que c'est pas tout blanc ni tout noir. On a besoin de ces logiciels aussi, c'est extrêmement pratique, mais on ne veut pas les utiliser contre des personnes qui n'ont rien fait. Et on a, nous, des sociétés françaises qui sont capables de développer des solutions comme ça ou pas ? On a des choses. Il y a des choses au sein de l'État, il y a des choses dans le secteur privé. Il y a certaines sociétés qui savent faire des choses. Est-ce qu'on a des briques complètes aussi élaborées qu'Intelexa ou un NSO Group, c'est un autre sujet. Mais on n'a pas l'écosystème de la même manière que les Israéliens, ça c'est certain. Ouais. C'est vrai qu'ils ont un écosystème très développé. Et pour finir, moi j'aimerais parler un peu de la Chine, puisqu'on arrive à la fin de cette interview et on évoquait les sociétés israéliennes. Là, la Chine vient d'expulser, en fait, elle donne 6 mois. Elle se donne 6 mois pour expulser les entreprises de cybersécurité américaines et israéliennes des entreprises chinoises. La raison qui est avancée par la Chine, c'est que ces logiciels commercialisés par des entreprises de cybersécurité pourraient techniquement être des logiciels espions. Et donc, il y a une logique de souveraineté technologique, souveraineté tout court, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que c'est sincère ? Parce que moi, la réflexion que je me fais, c'est...
imaginons que demain, des ingénieurs chinois, et je pense qu'ils ne sont pas incompétents, sortaient des backdoors dans je ne sais quel éditeur de logiciels de cybersécurité américaine. Enfin, la boîte en question, elle ferait faillite, quoi. Plus personne ne voudrait acheter le logiciel en question. Enfin, c'est l'idée que je me fais, c'est peut-être un peu naïf. Mais toi, t'en penses quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels de cybersécurité, ils ont besoin d'avoir une vue assez étendue sur votre ordinateur ou sur votre téléphone pour pouvoir le protéger. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour pouvoir le protéger de manière assez étendue, ils ont besoin d'avoir des accès privilégiés sur les machines. Effectivement, quand on est un pays, et quand on est un pays comme la Chine, avec une certaine culture et une certaine politique, leur move, il se comprend tout à fait. Les Chinois jouent sur le long terme. Ils ont une stratégie long terme, sur plusieurs dizaines d'années. Ils ont, depuis le départ, fragmenté leur Internet. Ils ont isolé leur Internet. Avec le Grid Firewall, notamment. Exactement. Le Grid Firewall, il n'est pas pour couper l'accès d'Internet aux Chinois. Il est pour limiter l'exposition aux nouvelles venant de l'extérieur au peuple chinois. C'est pas très compliqué de passer le Grid Firewall. Fondamentalement, tu prends un VPN, tu prends une autre carte SIM, ça se fait, il y a plein de techniques. Mais ce qu'ils veulent, c'est limiter l'exposition des Chinois au monde extérieur et les isoler dans une bulle, notamment informative, mais également exposée qu'aux entreprises chinoises. Chez Predicta, on fait notamment, on donne des formations notamment sur comment chercher sur l'Internet chinois. Ce qui est extrêmement intéressant parce que en fait, l'Internet que vous connaissez, que les gens qui nous écoutent connaissent, c'est absolument pas le même que les Chinois. Ils ont leur propre site, ils ont leur propre Google, ils ont plusieurs Google Maps. Ils ont leur propre Street View, ils ont plein de références que vous n'avez absolument pas. Ils n'utilisent pas les mêmes sites que vous. Et en fait, c'est comme si vous aviez deux populations différentes qui ne se parlent pas, qui sont sur le même Internet, mais qui ne se parlent jamais et qui ne se fréquentent jamais. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend mieux le move. Parce que, effectivement, enlever des solutions qui ne sont pas chinoises, des ordinateurs, de l'Internet, des réseaux qui sont en Chine mainland, sur le territoire, ça a du sens. Et de se dire, moi, je vais n'autoriser que des entreprises qui sont chinoises. On a parlé de Palantir précédemment, et le fait de remplacer Palantir en France, c'est les mêmes raisons, fondamentalement. C'est de se dire, si je veux des logiciels qui soient installés dans mes entreprises, dans mes entités publiques, je veux que ce soit des entreprises chinoises. Parce que je vais avoir un contrôle sur ces entreprises-là. Je vais avoir la capacité de pouvoir passer des lois et moi, en tant que gouvernement, je vais être en capacité de leur imposer des choses si j'ai nécessité. Si c'est une entreprise étrangère, c'est plus dur, je vais pouvoir jouer sur le commerce, je vais pouvoir jouer sur d'autres choses, mais si c'est des entreprises chinoises, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, il y a une logique de contrôle, quoi, finalement. C'est que du contrôle. C'est que du contrôle et la maîtrise de ce qu'on fait. Et souvent, on cherche, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup les débats qu'on a en France sur la souveraineté. La réalité, c'est qu'on devrait revenir à cette question du contrôle, de la maîtrise opérationnelle de nos logiciels, de nos réseaux. Est-ce qu'on a la maîtrise opérationnelle de ce qu'on tourne sur notre machine? Si c'est un logiciel européen et qu'on a la maîtrise sur ce logiciel-là, qu'on a la capacité de le maîtriser, oui, moi ça me va. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, c'est pas le cas. La question est posée. On arrive à cette fin d'interview. Baptiste Robert, on était ravis de t'avoir. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Tu as été très, très, très pédagogue sur tous ces sujets qui peuvent paraître un peu techniques parfois, mais je pense que le public a besoin de comprendre parce que ça nous concerne tous. Vous écoutiez Le Cercle, émission Risque Intel Média dédiée à la géopolitique, l'intelligence économique et la cybersécurité. Si vous avez apprécié cette interview, lâchez-nous un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. On est ravis de vous fournir ces interviews. On a d'autres contenus plus spécifiques à la cybersécurité également. Mais on a également, évidemment, la playlist Le Cercle. On était ravis de t'avoir avec nous. Et au public, je vous dis à très bientôt. C'était Jérémy pour Risque Intel Média.